incroyable. Ah, c'est super bien fait, j'adore. Bonjour à tous, bienvenue pour le 52e épisode de Leaf Talk. En compagnie aujourd'hui de Victor, le Saiyan Végan est absent. Et également avec un nutritionniste, monsieur Morgan Nutrition. Bonjour à la France et bonjour à tous les pays francophones. Ici Morgan Nutrition. Si vous ne me connaissez pas, vous êtes des losers. Voilà, vous êtes des losers. Vous partez très très mal, mais vous allez vous faire pardonner dans les 45 prochaines minutes. Okay. Vous allez pouvoir rattraper ce que vous avez raté. Morgan, est-ce que tu peux te présenter un peu plus ton parcours peut-être, et puis qu'est-ce que tu fais actuellement? Ok, explication, ici Morgan, Morgan Nutrition sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Je suis nutritionniste, donc en termes de background, j'ai fait une licence STAPS notamment, c'est là que j'ai rencontré Victor, donc mention STAPS, mention entraînement sportif, spécialité gymnastique, même si maintenant je suis aussi plutôt dans le tennis. Et à la suite de cette licence STAPS, j'ai suivi la formation Mac Nutrition University, donc MNU. D'ailleurs, j'étais un des premiers Français à l'avoir suivi. J'étais juste après Vassilis et Gaëtan Coach sur Instagram à faire MNU, qui est une formation de nutrition en ligne, formation britannique. Et actuellement, en termes de job, je suis nutritionniste en ligne, principalement avec des sportifs, que ce soit pour la musculation, des sports de force, certains sports d'équipe. J'ai des triathlètes aussi. Et aussi quelques clients à la population générale, c'est-à-dire des parents qui veulent perdre du poids, reprendre le sport, des choses très simples comme ça. Ah, et aussi en plus de la nutrition, je suis également prépa physique pour des clubs de tennis. On a plus ou moins fait le tour. Excellent, donc un homme tennistique dernièrement depuis post-licence STAPS. T'es classé quoi déjà, tiens toi? Alors les gars, on est un modeste 15-3 ici. On a un modeste 15-3. Putain. Ça fait bon, c'est ok, mais ça fait hop là. Pardon les gars pour la notification. Ça fait peu de tournois. Ça a fait qu'un tournoi sur les 12 derniers mois, puisque maintenant on est plus concentré sur le coaching que la compète. Même si je m'entraîne toujours en tennis, et en ce moment d'ailleurs ça s'entraîne assez peu en musculation, à hauteur de 2 séances par semaine juste pour maintenir mes gains. D'ailleurs, je suis plutôt surpris de voir à quel point je réussis à garder mes perfs et mon physique avec assez peu de muscu si c'est intelligemment fait. Parce que oui, en termes de background, chose importante bien sûr, parce que c'est un peu le thème de notre podcast, je suis de base dans le calisthenics, street lifting, etc. J'avais participé début 2020 à la NPSC, qui était une compétition tenue en Belgique, à Bruxelles. C'était organisé par 012 Workout, donc Alexandre Antropovski, avec qui j'ai un podcast également, désormais moins actif, mais qui existe toujours, le Calisthenics Science Podcast. Également, c'était organisé par Gwendal Simon, donc Beer Workout, que je pense connaissent les auditeurs. C'est intéressant que tu parles de cette compétition là, parce que donc on a fait un podcast avec Franzi la semaine dernière. Franzi, que tu as justement, pour en reparler, coaché, justement, il l'avait évoqué, en nutrition pour sa prépa, pour rentrer dans sa KT à Final Rep. Et il nous avait parlé justement de cette compétition, la compétition via laquelle moi-même j'avais dit que j'avais découvert le streetlifting, puisque tu avais fait un vlog YouTube à l'époque, donc je suivais ta chaîne, qui est pareil un petit peu moins active que maintenant, enfin que à l'époque je veux dire, et où tu avais fait donc un vlog, tu montrais un peu ce que c'est que le streetlifting, et c'est comme ça que j'avais découvert la discipline, que j'avais vu Franzi faire une dips à 125 kg, ce qui m'avait paru absolument colossal, puisque c'est à peu près ce que squat Marco en ce moment, donc c'est vraiment pas mal. Ah, bien joué, Escro, bien joué. Bah, c'est à cette compète que j'avais connu, Franzi aussi, justement. Ok, très bien. Et alors on va un peu embrayer justement sur ce que tu penses directement de ce que tu peux nous parler un petit peu du BTS diététique, puisque comme tu l'as dit, tu as fait donc MNU, Mac Nutrition Uni, qui est reconnu pour justement l'aspect evidence-based, d'être vraiment très sourcé, de s'appuyer sur des preuves scientifiques avec justement toute l'explication, la hiérarchisation des preuves, etc., d'avoir vraiment une vision critique de ce qui se dit dans le milieu, ce qui est souvent pas tellement le cas en France sur les cursus qu'on peut retrouver, notamment celui qui est reconnu principalement, donc le BTS diététique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas choisi cette voie-ci, qui est un peu la voie classique quand on veut faire justement diététicien nutritionniste? Ok, alors pour vous expliquer, après licence STAPS, je savais que je voulais faire plutôt de la nutrition, même si j'avais déjà des clients en coaching sportif, musculation classique, vers la fin de la licence STAPS. J'avais deux choix.
j'avais soit le choix de faire un BTS diététique, donc qui se fait, il me semble, en 18 mois environ, donc en école, voilà. Soit de faire un master en nutrition, donc chose que je pouvais poursuivre après la licence au STAPS. Sauf que j'ai choisi de pas faire le master en nutrition parce que c'est plutôt orienté vers la recherche. Et moi, je voulais travailler avec des gens. Donc voilà, de 1, c'est plutôt recherche. Et ensuite, on se spécialise vachement vite dans une direction, donc dans une thématique. Et ça allait pas spécialement être ce qui m'intéressait, c'est-à-dire du coaching avec des êtres humains, améliorer leurs habitudes alimentaires, maximiser leur performance via la nutrition. Donc le master, j'ai mis ça de côté, premièrement. Deuxièmement, le BTS, qu'est-ce qu'on en fait? Le BTS diététique, c'est une formation... comment je vais vous expliquer ça? J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des BTS diététiques, donc j'ai eu accès à leurs cours, j'ai pu en parler avec eux. C'est vachement simple, dans le sens trop simple, trop orienté vers des recettes, des aliments. On apprend à y faire des quiches thon poireau, peut-être Je remets tarte mon de micro lardon, juste pour qu'on m'entende rire parce que ça me fait vraiment trop rire, putain. Oui, non mais la quiche thon poireau, c'est un grand classique du BTS diététique. Hein. Sachez que où que vous soyez en France, si vous faites un BTS diététique, vous aurez le droit à la quiche thon poireau moutarde, si vous êtes dans un bon BTS diététique. D'accord. S'ils ont bien bossé leur recette, vous aurez sûrement davantage de variété en termes de quiche. Thon poireau. Donc on y apprend à faire des quiches, des tartes thon poireau. On y apprend à faire toutes sortes de soupes également. Et on y apprend qu'à chaque repas, on doit consommer des légumes, des féculents, des produits laitiers, une portion de protéines représentant précisément un quart de votre assiette. Et ne demandez surtout pas la source à vos profs de BTS diététique, car leur cerveau risquerait de freeze, en fait, simplement. Parce que les sources, c'est simplement ce que eux, leurs profs, leur avaient dit il y a 20 ans. Et ce n'est pas pour dire que les recherches d'il y a 20 ans sont incorrectes, parce que les méthodes scientifiques dans un tas de domaines sont au point depuis un moment, mais c'est simplement peut-être l'interprétation des recherches qui a changé, et les nouvelles recherches qui ont complété les recherches du passé. Mais ce n'est pas pour dire que des recherches datant d'avant 2000 sont totalement obsolètes. Ok. Mais le souci de la diététique, je trouve, comparé à la nutrition, on va faire le distinguo, c'est que la diététique, ça se concentre sur des aliments, tandis que la nutrition, ça se concentre sur des nutriments. Et la différence va être la suivante. Si on se concentre sur des aliments, on va juste chercher à manger, prenons des haricots verts. Parce que les diététiciens se doutent que c'est bénéfique pour votre santé. Mais on ne sait pas pourquoi, quand on est diététicien. Alors que votre nutritionniste va vous demander d'augmenter vos apports en fibres, parce que ça va vous rassasier, que ça va vous permettre de réduire votre risque de développer un cancer du côlon, des maladies cardiovasculaires, réduire aussi vos chances de développer un diabète de type 2. Et ensuite, il va vous dire, bon, maintenant que je vous ai demandé de manger plus de fibres, monsieur le client, voici une liste d'aliments que vous pouvez incorporer qui correspondent, qui sont riches en fibres. Mais les diététiciens, il leur manque cette première étape. Le diététicien vous dira, mangez des haricots verts. Vous lui demandez, monsieur ou madame la diététicienne, pourquoi je dois manger des haricots verts? Ce à quoi votre fraîchement diplômé diététicien vous répondra, eh bien, c'est connu. Les légumes verts, c'est bon pour la santé. J'ai appris ça au BTS diététique. Mais il manquera les connaissances à ce cher diététicien ou à cette chère diététicienne. Donc il y a vraiment un trou, en fait. Les diététiciens vont vraiment trop se concentrer directement sur les aliments et sur les plans alimentaires, mais il va leur manquer une partie, une base en fait d'éducation nutritionnelle pour déjà comprendre pourquoi ils font les choses. Ensuite, pour leur permettre de savoir expliquer à leurs clients pourquoi on opte pour tel ou tel choix alimentaire. Et l'inconvénient, alors, je vais vous expliquer ça. Les diététiciens, ils se narguent vachement d'être, sur le papier, hein, légalement, la profession qui a le droit de proposer des plans alimentaires. Tandis que normalement, les nutritionnistes ne peuvent pas le faire. Ok. Donc, suivez bien, les diététiciens, ils peuvent vous dire, voici ce que tu dois manger. Et ils te font des journées types. Ou des journées précises que tu dois suivre. Ok. Les nutritionnistes, non. Mais c'est pas spécialement un avantage de pouvoir proposer des journées types parce que les diététiciens se reposent uniquement là-dessus. Et l'inconvénient, c'est le suivant.
Bah, c'est ce que je vois lorsque je travaille avec des gens qui ont travaillé par le passé avec des diététiciens. Si vous suivez strictement un plan alimentaire, le jour où votre suivi avec votre diététicienne tarte ton poireau est fini, supposons que vous déménagez, que votre emploi du temps change, vous ne pouvez plus manger les mêmes aliments, la saison change, voilà, c'est plus les mêmes fraises du printemps qui sont disponibles, vous ne savez pas manger, parce que vous avez été longtemps dépendant de votre plan alimentaire produit par votre diététicienne, mais sans comprendre exactement pourquoi vous faisiez les choses. Donc peut-être que votre plan alimentaire, il était bon, d'accord. Il vous a fait perdre du poids, il a permis de faire baisser votre cholestérolémie, peut-être qu'il vous a permis de plus facilement prendre en masse musculaire. Voilà, ça a été facilitant pour tout ça, très bien. Mais une fois que vous bossez plus avec votre diététicien ou diététicienne, vous repartez de zéro. Parce que vous avez appris à manger des aliments sans comprendre que vous mangiez ces aliments pour leur aspect bénéfique, car ils contenaient tel ou tel nutriment. Que ce soit des fibres, des vitamines, des minéraux, des protéines, manger des aliments peut-être rassasiants davantage en période de perte de poids, manger les aliments qui le sont un petit peu moins en période de prise de poids, etc. Le package diététicien, il est un peu trop... Comment je dirais ça ? Il ne rend pas autonome les clients. C'est ça la distinction que je ferai entre les nutritionnistes et les diététiciens. Mais particulièrement en France, la formation du BTS diététique, elle est vraiment... elle est pour faire un néologisme, et elle est clownesque. Elle est clownesque. Mais pour des bonnes recettes de soupe, c'est pas mal. Pour apprendre par cœur les fruits et légumes de saison, c'est pas mal. Malheureusement, ça n'a aucune incidence sur votre composition corporelle. Hein. Ça ne change rien. Voilà, de manger des poires peut-être en automne, en se réjouissant du fait que cette saison, ça ne les rend pas meilleures pour votre santé sur le moment. Et ça ne fait pas en sorte qu'elles soient plus rassasiantes, qu'elles vous permettent de perdre du poids. J'aimerais bien que ce soit le cas. Et ça me permettrait de faire ces beaux petits posts Instagram que font les diététiciens avec des belles couleurs, 4 slides pour chaque saison. Si vous êtes gourmand, malheureusement on n'a pas 12 slides, mais si vous êtes une vraie forceuse de diététicienne, vous pouvez même découper les fruits et légumes de saison selon chaque mois. Ça c'est très fort. Et comme ça vous pourrez faire culpabiliser vos clients s'ils consomment des fraises surgelées alors que ce n'est pas la saison des fraises. Et par contre, vu que vous êtes issu du BTS diététique, vous ne saurez pas lui expliquer pourquoi c'est bon ou pas bon de manger des fraises surgelées. Alors que les fruits et légumes surgelés restent des fruits et légumes, donc tout aussi rassasiants, quasiment aussi riches en micronutriments, et d'ailleurs parfois plus riches en micronutriments si les fruits et légumes ont été surgelés rapidement après la cueillette. Bon voilà, moi je recommande aux diététiciens de faire MNU en fait. Et de se faire rembourser pour un BTS diététique. Non, je recommanderais ça. Je recommanderais. Si vous voulez vraiment faire des bonnes quiches, vous prenez les cours de cuisine. Et si vous voulez être bon en nutrition, vous faites MNU ou d'autres formations du genre. Et vous vous renseignez à côté. Mais le BTS diététique, il est clownesque. Voilà. C'est la seule chose que ça va vous apporter. Ça met de côté. C'est la reconnaissance des normies et pouvoir vous vanter de pouvoir faire des plans alimentaires qui vont rendre vos clients dépendants de vos services et qui ça va les emmener nulle part. J'ai fait un peu long, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper bien intéressant. assassiner le BTS diététique parce que, comme dirait Rudy Koya il y a une dizaine d'années, c'est une vaste fumisterie. On est d'accord. Victor, il a bien bossé. Est-ce que t'étais utile à la physique ? Il a les refs. Ah, je suis dans le milieu depuis un moment, les gars. Évidemment. On a les refs. Nous sommes des anciens tous les trois, c'est merveilleux. Mais c'est hyper intéressant, tu vois, parce que moi-même, je sais évidemment que le BTS diététique, ça reste quand même quelque chose de, clairement, comme tu l'as décrit, pas terrible pour plein d'aspects. Moi, l'image que j'en avais, c'était surtout parce que les connaissances n'étaient pas très, les recherches n'étaient pas forcément à jour, ou en tout cas l'interprétation qu'ils en faisaient n'était pas incroyable, pareil, n'était pas forcément à jour au vu des nouvelles recherches qu'il y avait eu, etc. Donc c'était un petit peu daté, un petit peu vieillot. C'est surtout ça, moi, l'image que j'en avais. Pas mal de dogmes aussi sur des croyances dont on pourra peut-être un petit peu reparler après, des mythes qui ont la peau dure, on va dire, qui sont enseignés, etc. Et j'avais pas tellement cette image en tête de ils ont un petit peu ce truc de vraiment le plan alimentaire absolu, de vouloir vraiment fonctionner quasi exclusivement par ça. Donc c'est assez intéressant que tu nous partages ça, parce que moi, tu vois, moi-même, je m'amusais à cracher sur les diététiciens. Non, et comme ça, je t'ai donné des arguments, sans savoir. Voilà, c'est ça.
sans savoir forcément tant que ça pourquoi, parce que bon après j'avais échangé avec des gens qui avaient fait eux-mêmes le BTS et qui m'avaient un peu décrit les contenus, etc. Mais j'avais pas forcément cette vue d'ensemble que tu nous as rapporté. Donc écoute, c'est hyper intéressant. Et en plus, comme tu l'as décrit, bah même dans le coaching sportif, c'est vrai que c'est important de réussir à donner, à transmettre les connaissances, à faire comprendre aux gens pourquoi on fait tel ou tel choix, ne serait-ce que pour augmenter déjà l'adhérence auprès d'eux, parce que mine de rien, entre comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et simplement nous dire bah tiens on le fait ça parce que c'est comme ça, un peu un argument d'autorité, et ben en termes d'adhérence, en termes de je crois en ce que je fais, ça n'a pas la même valeur, et du coup après sur la mise en place des choses, c'est clairement pas pareil. Donc c'est vrai que c'est assez important et c'est une démarche beaucoup plus noble, je pense, là-dessus. Donc en tout cas, écoute, c'était très intéressant pour ce chapitre sur le BTS diététique. Vous savez maintenant, les auditeurs qui nous écoutent, un peu vers quoi vous tournez. Si vous voyez quelqu'un qui a dans sa bio diététicien, diplômé BTS diététique, etc., vous pouvez savoir que évidemment, faut pas forcément se dire bon c'est un charlot, mais voilà, faut peut-être avoir un peu d'a priori. Donc Oui, voilà, ça ne fait pas spécialement. Ça ne fait pas spécialement du diplômé ou de la diplômée un clown. La formation est clownesque, mais pas toutes les personnes qui la suivent. Méfiez-vous du combo BTS diététique. Dans les 3 premiers mots de la bio, il y a écrit expert en TCA. Ah bah c'est même 3 mots, c'est même les tout premiers mots de la bio en fait. Ouais exact. Ça commence par expert. Ensuite il y a en et ensuite il y a TCA. Source, cette fille-là a eu des TCA. C'est tout. Méfiez-vous du voilà. mais méfiez-vous du N égale 1 expert en TCA, méfiez-vous du naturopathe, méfiez-vous du terme holistique, méfiez-vous du terme médecin nutritionniste aussi qui est très vendeur, qui est très vendeur, mais qui ne vaut pas grand-chose. De tous ces termes d'autorité qui sont juste creux. Parce que c'est vrai qu'en plus, le médecin nutritionniste, lui particulièrement, je sais que c'est un module supplémentaire à la formation de médecin généraliste qui est genre vraiment misérable, quoi. Le module ajouté est vraiment dérisoire, que ce soit en termes d'apport de connaissances ou même sur la durée du module, je sais pas combien de temps ça dure, mais j'ai en tête que c'était vraiment quelque chose d'assez ridicule. Justement parce que tu nous as un peu décrit le BTS diététique, comment as-tu trouvé, tu vois, le contenu de la licence TAPS? Ça m'intéresse d'avoir un peu ton point de vue là-dessus, justement, sur l'ensemble des matières, les apports. Est-ce que tu as eu l'impression d'apprendre des choses ou pas du tout, ou alors un petit peu sur certains points, et qu'est-ce que t'en retires justement? Alors, licence STAPS, tu veux dire dans l'intégralité ou les rares cours de nutrition qu'on avait eu? Non, oui, dans l'intégralité, les 3 années avec, tu vois, les contenus sur le sport, la physio, un petit peu tout. Je dirais que c'est vachement orienté. Alors, comment dire? Vachement orienté vers certaines pratiques, vers certains types d'efforts. Typiquement, la biomécanique en L3, elle a rapidement été orientée vers les techniques de course, l'impulsion, etc. il me semble. La physio, c'était rapidement orienté vers pareil de l'athlétisme. Alors, comment dire? Les filières énergétiques, évidemment, ça concerne tout type d'effort, d'accord. Mais précisément le contenu qu'on suivait, les chapitres qui étaient au programme, je trouvais qu'ils étaient vachement orientés vers certaines pratiques. Donc, prenons voilà de la course d'endurance. Donc certains types de distances. Pour les cours de nutrition également, c'était très manichéen de manger des glucides pour performer sur vos sports d'endurance, parce que évidemment vous êtes en STAPS pour faire des sports d'endurance. Donc je pense que comme toi, nous qui faisions déjà des sports de force, on s'est senti un peu mis de côté par un peu délaissé éducatif de la licence STAPS. Par contre, pour des choses comme l'anatomie, évidemment, c'est juste du contenu tellement, je dirais, objectif, qu'il n'y avait pas grand chose à négocier là-dessus, quoi. Ouais, c'est comme la connaissance des pays dans le monde, on va dire que normalement il n'y a pas trop de mystère, quoi. A priori, il y a pas trop de débat, à moins que tu sois carrément complotiste, mais je pense que personne n'est complotiste sur l'insertion proximale du grand pectoral, tu vois. Pour le coup, oui, ça va normalement. Ouais, c'est ce qu'on va définir comme du par cœur, on va dire. Et après, bon, il y avait des cours qui étaient pour le coup très orientés. On parlera pas forcément de la socio, mais voilà, quoi. Si on peut parler de la socio, on peut carrément parler de la socio. Alors faire de la socio. Et vraiment. Pour un autre podcast, mais délice. Ah, franchement, j'ai des anecdotes sur la socio, mais si vous saviez, franchement, j'ai un truc qui est monumental. Attends, je fais l'anecdote rapidement parce que franchement, c'est trop masterclass, juste pour que vous ayez en tête le truc. Le cours de socio, c'était quoi? C'était les différences hommes-femmes dans le sport. Bon, déjà, tu sens que ça pue du cul quand t'as le truc en tête, tu vois. Voilà. Donc, différences hommes-femmes dans le sport, pourquoi les hommes sont
de manière assez générale, les performances, tous sports confondus des hommes, sont supérieures à celles des femmes. C'est pas un grand mystère, c'est pas une grande révélation, voilà. Et pourquoi on mélange pas justement les hommes et les femmes dans le foot, dans toutes ces activités-là, voilà. Donc c'était un petit peu le thème du truc. Tout du long, elle essaye justement de passer les différents arguments en revue auxquels on a recours habituellement pour essayer de voir s'ils sont vrais, pas vrais, en faisant une sorte d'étude de cas, etc. Et moi, à chaque fois, je suivais le cours de manière vraiment assidue parce que ça m'intéressait. Je me suis dit, bah ouais, les différences hommes-femmes dans le sport, c'est vrai que c'est quelque chose qui est évident, c'est quelque chose qui est sous notre nez. Et pourquoi ? Et du coup, tac, les trucs qui suivent, on voit, il y a un argument qui est mis en avant, plus ou moins physio, plus ou moins scientifique. Elle le démonte entre guillemets, elle dit qu'en gros, c'est pas ça. Un autre argument qui paraît hyper logique, etc., c'est pas ça. Tac, ça va, etc., ça avance. Et finalement, la conclusion, elle nous explique que les différences entre les hommes et les femmes dans le sport, c'est parce que les femmes, on leur a donné moins de viande quand elles étaient petites. Et que tout simplement parce qu'on estimait qu'elles avaient besoin de moins de viande, parce que les femmes mangent moins de viande, c'est comme ça, les petits garçons doivent manger plus de viande pour se construire, etc. Et que vu qu'elles avaient eu accès à moins de protéines animales quand elles étaient jeunes, elles avaient pu développer un potentiel dans le sport de manière générale, tout sport confondu, moins important que les petits garçons qui sont ensuite devenus des hommes. Et du coup, voilà, ça a expliqué ces différences. Et c'est vrai que ça, je me rappelle quand j'avais écouté ça, je m'étais dit, putain... Quoi? Je me suis vraiment dit, où est-ce qu'on a atterri là? J'avais fait ensuite un exposé où justement fallait faire ça, fallait reparler ça, et il fallait en gros recracher son contenu. Moi j'avais sorti des trucs, paf, les chromosomes, les différences de statut hormonaux, j'avais fait des moyennes, des trucs, etc. pour sortir un truc super béton. J'avais fini mon exposé, je me suis dit ok, je suis un crack, donnez-moi un doctorat. Et la meuf elle m'a dit ok, tout ce que t'as fait, c'est éclaté au sol. J'ai eu 4 sur 20 parce qu'en gros j'avais pas sorti sa doctrine chelou, tu vois, de bref. Donc c'est pour vous donner aussi l'idée que les contenus peuvent être orientés, comme le disait Morgane. Bon après, c'est indépendant de chaque professeur, parce que les professeurs sont, je sais pas trop d'ailleurs comment ça fonctionne, comment on sélectionne les professeurs en université. Je suis pas un professionnel de ça, mais bref. Donc on a bien fait le tour aussi maintenant pour l'aspect licence TAPS, l'aspect contenu universitaire de tout type. Et maintenant, donc, on aimerait aborder le vif du sujet, on va dire, c'est-à-dire la nutrition en tant que telle. Et tu l'as un petit peu dit juste avant, justement, c'est les contenus en termes de les apports qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on va faire en termes d'accompagnement, toi spécifiquement? Comment tu vas justement envisager un accompagnement pour quelqu'un qui vient de voir, qui fait du street lifting, versus quelqu'un qui vient de voir, qui fait, admettons, voilà, une activité un peu plus tournée sur de l'endurance, ou alors justement un petit intermédiaire, style tennis. Je pense que tu dois en avoir potentiellement. Ouais, aussi. Ok. Tu veux dire, qu'est-ce qui fait... Comment dire, quelles sont les caractéristiques uniques nutritionnellement du streetlifter? C'est ça? Dans l'idée, c'est ça. Et comparativement à un accompagnement que tu ferais sur un mec qui fait justement plus des sports, un peu plus endurance ou un petit peu mix, type justement, voilà, les efforts mi-explosifs, tennis, etc., les sports de raquette en général, certains sports co, voilà. Ok. Alors la grande priorité qu'on va avoir sur des sports d'équipe, sur des sports plus techniques, des sports intermittents, des sports endurance, une grande priorité là-dessus, ça va être de fournir assez d'énergie pour ces efforts-là. Donc avec de la nutrition pré-entraînement, intra-entraînement et ensuite post-entraînement pour pouvoir bien en récupérer. Si on est sur des athlètes qui s'entraînent beaucoup, peut-être 2 fois par jour, avec des forts volumes d'entraînement, particulièrement dans les sports dans lesquels on va pas spécialement chercher à gagner en masse musculaire au fil du temps. Voilà, premier gros point, ça va être la fourniture d'énergie, nutrition autour de l'entraînement, puis ensuite des stratégies de récupération en matière de complémentation, une certaine répartition des macros peut-être, avoir suffisamment de protéines, sûrement privilégier une grande partie de glucides pour des efforts de haut volume, haute durée pour les sports endurance, et même aussi pour les sports intermittents comme ce que j'ai avec des footballeurs. Et ensuite ça va être de l'hydratation. S'il y a une période de off-saison dans laquelle réellement on a plus de volume d'entraînement, on fait plus de physique, on fait peut-être même un peu d'hypertrophie de force, peut-être dans ce cas-là, augmenter un petit peu les calories, faire une mini période de surplus, des choses comme ça, mais c'est assez rare pour des athlètes de sport d'équipe, tennisman, des sportifs d'endurance, etc. Ce qui est intéressant quand on travaille avec des streetlifters, c'est que c'est le mélange un petit peu entre des purs athlètes de force et des athlètes d'hypertrophie. Parce qu'il va y avoir cette considération de soit la personne me contacte pour arriver au poids pour une compétition. Dans ce cas-là, c'est pour make weight, c'est pour arriver au poids. Donc une période de perte de poids, peut-être de la graisse, peut-être de l'eau, peut-être du volume alimentaire, tout ça, on va en parler un petit peu plus en détail ensuite.
Ou alors ça peut être un street lifter qui me contacte, disons à l'année, pour avoir des recommandations sur comment mieux gérer sa diète. Et en ce cas-là, ça va peut-être davantage être de la nutrition, de l'optimisation de l'hypertrophie et de sa récupération, d'accord. Et dans ce cas de figure, on va davantage périodiser des périodes de sèche, peut-être de prise de masse, de maintien sur la durée. Et on va davantage mettre l'accent sur ce qui compte pour l'hypertrophie et le maintien de sa masse musculaire, donc une hausse des protéines, une répartition homogène de ces protéines sur la journée, manipuler légèrement son apport calorique pour le placer peut-être en surplus une grande partie de l'année, à voir s'il doit monter de catégorie, en descendre, des choses du genre. Bon, c'est rare qu'on cherche durablement à tomber d'une catégorie, hein, mais ça peut parfois être le cas. Ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant avec les street lifters, c'est ça. C'est donc il y a la partie cut, il y a la partie à l'année. Au final, un street lifter, ça peut ressembler à un bodybuilder qui fait juste ses gros lifts pour toujours être efficient dessus. Donc ça va dépendre de la phase dans laquelle est ce street lifter en question. Et ensuite, évidemment, les interventions précises, donc l'aspect personnalisation qu'on va avoir, ça va dépendre de son style de vie. Prenons que c'est supposons que c'est un coach, donc il a le temps de s'entraîner, il a peut-être pas le temps de répartir correctement ses repas sur la journée, ou du moins de préparer suffisamment de nourriture. Ça va pas du tout être le même scénario que si je travaille avec un street lifter qui lui est salarié, il s'entraîne le soir dans son basic fit, il a le temps de préparer ses repas, il a un métier plus sédentaire, ça va pas être les mêmes considérations. Mais voilà, l'aspect intéressant des street lifters, ça va être une partie prise de masse hypertrophie peut-être, une partie davantage similaire à ce qu'on aurait avec des boxeurs, des pratiquants de MMA, même des pratiquants de karting en fait, parce que dans le karting aussi ils doivent baisser de catégorie de poids. Donc tu as un peu ces deux casquettes et ces interventions nutritionnelles vraiment diamétralement opposées. Ensuite, y a-t-il une différence dans la nutrition d'un street lifter comparé à la nutrition d'un mec qui ferait purement l'hypertrophie, donc purement d'un goût muscu, d'un bodybuilder? Bien, pas tellement, parce que sur la durée, vous le savez, chers auditeurs, j'imagine, ça va quand même nous intéresser en tant que street lifter ou powerlifter d'accroître notre masse musculaire dans les muscles agonistes en fait des mouvements de dips, traction, muscle up, squat. Donc sur la durée, on bénéficie tout autant qu'un bodybuilder, quasiment, du gain de masse musculaire au fil du temps. Ensuite, il y a ces considérations de catégorie. Donc peut-être qu'on va bénéficier d'être un petit peu plus lourd par moment en off-saison qu'un bodybuilder, selon si on est très large ou pas dans notre catégorie. Voilà. Ok, très intéressant. Bah, tu as plutôt bien résumé le truc. De toute façon, tu as donné donc l'idée d'essayer de différencier un petit peu dans l'idée l'alimentation, on va dire, les répartitions et aussi la prise en compte du mode de vie. Ça, c'est systématique. De toute façon, peu importe la discipline de la personne. Et c'est quelque chose sur lequel, justement, tu mets un certain accent par rapport à cette idée d'individualisation, puisque bah, c'est toi ce que tu vis avec tes clients, le fait de devoir s'adapter à chaque point de vie, à chaque milieu de vie que la personne va avoir, plutôt que de donner un truc un petit peu tout fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de avoir toujours ces contraintes en tête et de pas forcément vouloir coller à un plan alimentaire parfait. C'est un peu comme pour l'entraînement. Souvent on a cette recherche de la recette miracle, du truc vraiment qui va nous faire exploser, etc. Alors que le truc qui entre guillemets pourrait faire exploser sur le papier pourrait ne pas du tout nous correspondre, parce que justement un mode de vie où on va être assez actif, on va avoir du mal à trouver du temps pour faire ses repas, pour pouvoir manger, etc. Ou alors à l'inverse, c'est sédentaire et on va avoir pas une dépense énorme, on va avoir peut-être plus de temps cette fois-ci pour pouvoir manger, se préparer des repas, etc. Donc c'est hyper intéressant aussi cette description et cette prise en compte du mode de vie. Donc là-dessus, écoute, c'est hyper intéressant. Maintenant, j'aimerais t'avoir sur une autre question, qui est celle de traquer ses progrès. Traquer ses progrès justement dans ce que tu vas mesurer le mieux toi, c'est-à-dire en tant que nutritionniste, plus l'aspect composition corporelle. Composition corporelle, donc ça va prendre évidemment en compte la masse graisseuse, tout simplement, et aussi la masse maigre, donc musculaire, l'ossature, etc. Comment justement, toi, tu traques les progrès? Il y a évidemment la balance, mais la balance, on sait que ça peut être plus ou moins biaisé. Et après, il y a peut-être d'autres méthodes, lesquelles tu vas conseiller généralement à tes clients et lesquels tu juges supérieurs peut-être à d'autres? Question super intéressante. Je vais essayer de pas faire 20 minutes. Je vais essayer de faire court, mais ça pourrait être un podcast à lui seul, ce sujet. Ok, comment mesurer nos progrès si on parle là strictement de composition corporelle, donc gagner en masse musculaire, perdre en masse grasse? Ok, différentes choses.
D'abord, on va un peu les citer, ensuite on les détaille. Évolution du poids sur la balance, voilà, à la hausse, à la baisse, selon votre catégorie de poids, selon si vous voulez gagner en masse musculaire, perdre en masse grasse. C'est une donnée un peu quelconque, mais croisée avec d'autres variables, on verra que ça peut quand même nous servir. Donc de 1, le poids de corps, le poids sur la balance. Deuxièmement, des photos. Troisièmement, des mensurations. Quatrièmement, différentes méthodes de mesure de la composition corporelle, donc des DEXA scans, des balances impédance mètre, des choses comme ça. Ok, on a nos 4 points. On revient, le premier, le poids. Le poids, pour un street lifter, ça nous intéresse. D'un point de vue purement catégorie. Parce que là, c'est réellement un chiffre sur la balance qu'on va chercher. Après, si on parle juste de progrès en matière de composition corporelle, est-ce que la perte de poids est un bon indicateur? Pour de la prise de masse musculaire, pas tellement. Pas tellement parce que gagner en masse musculaire, ça prend énormément de temps. Donc, on peut pas spécialement se réjouir d'avoir gagné 6 kilos en 6 mois, parce que ça ne dit rien de la quantité de masse musculaire et de masse grasse qu'on a gagné. Et vous allez me dire, d'accord, tu parles de ça pour un surplus calorique, donc pour une période de prise de poids. Est-ce que ce serait plus pertinent pour une période de perte de poids? Pour une période de perte de poids, ça allait un tout petit peu plus. Pourquoi? Parce que c'est dur de gagner en masse musculaire, d'accord, mais c'est aussi assez dur d'en perdre si vous continuez de vous entraîner semi-régulièrement, avec des protéines décentes. C'est quand même dur de perdre en masse musculaire, il faut presque le vouloir. À moins que vous soyez vraiment à un poids de corps déjà très bas, un taux de masse grasse vraiment très bas. Donc sur une période de perte de graisse, si vous perdez du poids, c'est un meilleur indicateur de succès que si vous gagnez du poids sur une période de prise de masse musculaire. Parce que voilà, si vous avez continué à vous entraîner, sur 3 mois disons, et que vous avez perdu 5 à 6 kilos, je doute que vous ayez perdu 3 kilos de graisse pour 2 à 3 kilos de masse musculaire. Non, si vous avez continué de vous entraîner et que vos performances n'ont pas dégringolé, a priori vous n'avez pas perdu en masse musculaire, et c'est presque un mythe ça, le concept de la perte de masse musculaire en sèche. Faudrait vraiment le vouloir. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment avoir des protéines très basses. Il faudrait vraiment être dans un déficit très agressif, faire beaucoup de cardio, être assez stressé, s'entraîner avec un faible volume ou vraiment pas la bonne intensité relative pour réussir à perdre en masse musculaire. Donc voilà, une baisse de poids sur la balance, ça reflète correctement votre perte de masse grasse si vous vous entraînez à côté. Mais bon, ça reste que une valeur, quelque chose qui complique aussi la donne, c'est que votre poids sur la balance, c'est pas que votre masse grasse et votre masse musculaire, ça va être de la rétention d'eau, peut-être, si votre niveau de cortisol est élevé, si vous avez mangé plus de sodium que d'habitude la veille, ça va être aussi vos niveaux de glycogène. Parce que 1 gramme de glycogène, qui pour rappel est le glucose qu'on a dans les muscles, donc nos réserves énergétiques musculaires, 1 gramme de glycogène, c'est stocké avec environ 2,7 grammes d'eau. Donc, d'ailleurs je précise, le glycogène musculaire, mais il y a aussi le glycogène hépatique dans le foie. Donc au total, on peut avoir une certaine quantité de rétention d'eau. De mémoire, on doit avoir dans les 300-400 grammes de glycogène musculaire, selon votre masse musculaire plus ou moins, et environ 150 grammes de glycogène hépatique, il me semble. J'ai plus les données en tête. Donc vous multipliez ce grammage-là de glucides en fait, fois 3,7, parce que du coup vous ajoutez 2,7 grammes d'eau par gramme de glycogène. Et en fait, vous vous rendez compte que selon si vous avez mangé beaucoup ou peu de glucides ces derniers jours, votre poids de corps peut vraiment fluctuer. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est pour ça qu'une stratégie de perte de poids court terme, c'est de réduire vos glucides. Pour momentanément baisser vos stocks de glycogène. Et aussi donc perdre ce glycogène qui est stocké avec de l'eau. Le poids sur la balance également, ça va dépendre de votre transit intestinal. Si sur plusieurs jours vous êtes constipé, eh bien vous allez momentanément être un petit peu plus lourd. Alors que vous n'avez pas gagné ni en masse musculaire, ni en masse grasse, ni même en réserve de glycogène. Donc, à l'échelle de quelques jours, la balance ne va pas vous dire grand chose. Bon, si sur quelques jours la balance augmente, prenons sur 5 jours votre poids augmente de façon linéaire, il y a des chances pour que vous soyez en surplus calorique, parce que ça indiquerait que vous avez mangé peut-être plus que d'habitude en termes de masse alimentaire, ça indiquerait peut-être que vos stocks de glycogène sont en train de se remplir, que vous faites un petit peu de rétention d'eau globale, ok, bon tout ça nous indiquerait peut-être qu'on est en surplus.
et inversement quand on est en déficit. Quand on vient de se placer en déficit, alors qu'on était en surplus ou à maintenance, on va régulièrement voir une perte de peut-être 1 à 1,5 kg la première semaine, alors qu'on n'a pas créé suffisamment de déficit pour libérer autant de grammes de graisse, de tissu adipeux. Mais ça reste un premier indice nous indiquant qu'on a quand même glissé en déficit. Donc le poids sur la balance, pas maxi fiable, mais si on prend notre poids tous les jours, à jeun, à la même heure, dans les mêmes conditions, et qu'on en tire une moyenne hebdomadaire, c'est un peu plus parlant, c'est un peu plus fiable que si on se pesait une fois par mois, ou une fois tous les 2 semaines, ou une fois par semaine, et qu'on gardait que cette donnée-là seule, isolée. Donc voilà pour la partie poids. Pour la partie mensuration, c'est intéressant. C'est intéressant les mensurations, donc prenons des mensurations peut-être au niveau du nombril, au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, couplé à l'évolution de votre poids ou à l'évolution de votre look, donc des photos, ça va nous indiquer des tendances. Si vous voyez que vos mensurations de tour de taille ont tendance à chuter et qu'à l'inverse, vos mensurations des extrémités comme les jambes, les bras sont maintenues, eh bien vous avez peut-être une indication que vous perdez du gras, a fortiori du gras viscéral, donc du gras stocké au niveau du ventre, entre vos organes, parce que votre tour de taille, tour de hanche baisse. Ok. Bonne indication. Et ça nous indiquerait aussi qu'a priori, on perd pas de masse musculaire parce que notre tour de bras et notre tour de cuisse bougent assez peu. Donc ce serait une indication positive pour l'évolution de notre composition corporelle. Même chose, si vous êtes en surplus calorique, donc en prise de masse, et que votre poids de corps augmente, mais que votre tour de taille n'augmente pas tellement, c'est peut-être une indication que vous ne prenez pas tant de graisse que ça, donc que vous prenez en masse musculaire. Attention, il faut préciser, il y a quand même de la variabilité dans les zones de stockage des graisses entre les individus, donc on ne peut pas vraiment comparer nos données à celles de nos voisins. C'est-à-dire que vous allez peut-être stocker plus de graisse dans le dos que votre voisin qui va davantage, lui, en stocker au niveau des hanches, au niveau du ventre. Et pour le coup, vos valeurs de mesure de mensuration bougeront pas tellement au niveau du ventre, donc vous vous direz que vous prenez pas tellement en graisse, mais c'est parce que vous prendrez en graisse au niveau du dos peut-être, au niveau du haut du dos. Mais ça reste une valeur, une donnée assez intéressante, voilà, pour cet aspect-là, selon les régions, selon les sites de mesure, ça nous indique un peu si on prend en masse musculaire, ou du moins si on prend assez peu en graisse, des choses comme ça. Voilà pour le deuxième point, pour les mensurations. En plus, c'est assez simple à faire. Attention cependant de bien avoir le même protocole. Donc, ce qui est important, c'est pas de le faire parfaitement. Ce qui est important, c'est que ce soit fait de la même façon. Comme ça, si vous, peut-être, vous avez une certaine façon de prendre vos mensurations qui, supposons, a tendance à réduire la valeur de votre tour de hanche, voilà, prenons, ou voilà. Dans ce cas-là, bon, même si vous avez une certaine erreur, si c'est la même erreur chaque fois, ça reste régulier. Et ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les valeurs absolues, c'est plutôt la tendance d'évolution au fil du temps. Donc intéressant que ce soit toujours la même personne qui prenne les mensurations, que ce soit vous ou une autre personne qui les prend pour vous. Donc point numéro 2, mensuration. Point numéro 3, je sais plus dans quelle heure j'avais mis ça, on va dire photo. Prenons les photos. Photo, c'est intéressant. Photo, c'est intéressant. Alors évidemment, toujours dans un besoin de standardisation, on va chercher à prendre les photos au même endroit, avec la même lumière. Idéalement une lumière naturelle, donc lumière du jour, à la même heure de la journée, pour vraiment standardiser un maximum de variables. Important de garder la même lumière, parce que selon l'orientation de la lumière, ça va pas vous donner évidemment le même look, et même si ça vous donnait un look équivalent, en termes de qualité esthétique globale, ce ne sont pas les mêmes groupes musculaires qui seront mis en valeur. Alors on va dire un mot là-dessus. Une lumière latérale, donc qui vient de votre droite pour aller en direction de la gauche, et va plutôt mettre en valeur, en lumière, certains groupes musculaires. Peut-être vos quadriceps. Pourquoi vos quadriceps ? Parce que les quadriceps, c'est des muscles qui vont strier à la verticale, et si vous avez une lumière qui va de gauche à droite, eh bien ça va créer des zones d'ombre entre les différents vastes de vos quadriceps. Et à l'inverse, avec une lumière qui viendrait plutôt du haut, et donc qui irait vers le bas, donc une lumière qui serait en plongée, on dirait, en cinématographie, ça c'est une lumière qui mettra un petit peu moins en valeur vos quadriceps,
mais c'est une lumière qui mettra davantage en valeur vos groupes musculaires qui se trient à l'horizontale, comme le grand droit, donc les abdos, le six-pack, ou vos trapèzes peut-être. Donc gardez bien ça en tête quand vous prenez des photos, veillez bien à ce que l'orientation de la lumière soit identique. C'est pas juste je mets au même endroit, c'est je mets au même endroit, positionné de la même façon par rapport à ma source de lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle, hein, idéalement naturelle. C'est là que vous aurez vos meilleures photos de comparaison. Il y a un truc que j'aime bien avec la prise de photos, c'est que finalement les gens ils visent un look. Ils visent plus un look qu'un poids ou un pourcentage de masse grasse. À moins qu'on soit vraiment dans un sport à catégorie de poids. On va dire un mot là-dessus. J'ai parfois des clients qui me disent voilà Morgane, je te contacte car j'aimerais être à 10% de masse grasse. Alors je les challenge, je leur dis très bien, pour toi ça ressemble à quoi un physique 10% masse grasse? Il me dit tiens ça ressemble à ça, il m'envoie des photos de Zac Efron, bien sûr, procédure habituelle, dans Baywatch il me semble le film. Et voilà, dans ce cas je lui dis ok, si demain tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir, t'as un physique de ouf. T'as vraiment le physique de Zac Efron dans Baywatch. Vraiment t'as le physique de tes rêves. Par contre on va en laboratoire ensemble, on te fait passer un DEXA scan, et ça t'affiche un taux de masse grasse à 28%. 28% de masse grasse. T'es heureux ou pas? Bah, mes clients, un peu avec temps, ils me disent, bah oui, je suis heureux, j'ai un physique de ouf. Donc je leur dis, tu vois, ce qu'on cherche, c'est un look. C'est pas spécialement un taux de masse grasse. Le taux de masse grasse que t'as sur un DEXA scan, au mieux, il va un petit peu te flatter. Parce que tu pourras flex en disant aux gens, ah, je suis arrivé à 12, 11, 10, 9% body fat après ma sèche. C'était vraiment dur, j'ai vraiment galéré. J'ai un physique sympa, regardez, j'ai un chiffre qui me rend fier. Mais c'est tout. Au quotidien, on veut un look. On veut un look pour nous, on veut un look pour plaire à d'autres personnes. Votre taux de masse grasse, ça n'intéresse personne. Enfin, même les juges dans une compétition de bodybuilding vous demandent pas votre taux de masse grasse. Et les juges vous jugent sur votre look. Sur ok, votre niveau de sécheresse, vos proportions, etc. Mais pas vraiment la valeur chiffrée et numérique de votre taux de masse grasse. Donc les photos, j'aime bien ça parce que bah, c'est vraiment, comment dire, le but final en fait. C'est la représentation de l'objectif, qui est on veut avoir un meilleur physique la plupart du temps quand on cherche une perte de graisse, à moins que ce soit pour atteindre une certaine catégorie de poids, ou à moins que ce soit pour des perspectives de santé. La plupart du temps, la perte de graisse elle est motivée par le look. Voilà pour l'aspect photo. Et dernièrement, pareil, on va essayer de faire court, les différentes mesures de composition corporelle, DEXA scan, balance impédance mètre, etc. Alors DEXA scan, c'est vous êtes dans un caisson, voilà, de laboratoire infrarouge qui va vous donner des mesures sur votre taux de masse grasse, votre taux de masse maigre, votre masse osseuse, votre densité osseuse, des choses comme ça via une technologie de rayon infrarouge. Ok. Les balances impédance mètre, on en a beaucoup. Le fonctionnement des balances impédance mètre, on en a parfois dans des Basic Fit ou dans d'autres salles. C'est des balances in-body. Le mécanisme est le suivant. Vous allez avoir dans votre pied gauche du courant électrique qui va passer en fait. Et en fait, il va passer à travers tout votre corps pour ensuite rejoindre votre pied droit ou inversement. Je sais plus ce que j'ai dit. Et comment ça va fonctionner? Comment on va être en mesure de connaître notre taux de masse grasse avec ça? Eh bien en fait, le phénomène c'est que la masse grasse et la masse musculaire ne conduisent pas le courant à la même vitesse. Je ne saurais même plus vous dire si la masse musculaire, donc principalement composée d'eau au final, conduit mieux, je pense que c'est le cas, le courant que la masse grasse. J'ai plus ça en tête. Mais selon la vitesse en fait à laquelle le courant passe de votre pied droit à votre pied gauche, donc en passant par votre corps, on est en mesure, pas fiablement, mais on est en mesure de déterminer votre taux de masse grasse. Parce que si le signal électrique, si le courant il passe rapidement du pied droit au pied gauche, c'est qu'a priori vous avez un faible taux de masse grasse parce que ça a traversé rapidement vos tissus. Et inversement. En fait, on comprend que c'est pas une méthode très fiable parce que ça dépend vachement de votre taux d'hydratation. Le DEXA scan, parmi les mesures de composition corporelle, et là je n'ai cité que deux, hein, le DEXA scan et les balances impédance mètre, c'est vraiment la référence. Par contre, c'est coûteux. La dernière fois que j'ai regardé, c'était autour des 250 € pour faire un test DEXA scan. Ça peut être marrant si vous avez fait une compétition, si vous avez atteint la meilleure shape de votre vie et que vous avez fait un beau photoshoot. En souvenir, vous voulez savoir à quel
pourcentage de masse grasse vous êtes arrivé, c'est bien. Mais pour le quotidien, ça vous sert à rien de connaître votre taux de masse grasse. Ça coûte cher, faut se déplacer parce que c'est pas partout que on peut faire ce type de test. Donc en résumé, les mesures de composition corporelle, ça nous emmène pas très loin. Parce que, on l'a dit, ça sert pas à grand chose de connaître notre taux de masse grasse. On cherche plutôt un look. Raison 1. Raison 2, même avec un DEXA-scan, on a des imprécisions en fait de mesures. Allez, le seul avantage que je verrais à avoir régulièrement ces mesures de composition corporelle via ces technologies, c'est que ça nous permet de repérer des tendances. Tiens, supposons que le DEXA-scan que vous réalisez, il a tendance à peut-être surestimer votre taux de masse grasse. Peut-être qu'il vous annonce à 22 alors que vous êtes à 18% masse grasse. Ou peut-être qu'il vous annonce à 16 alors que vous êtes à 12 ou 13. C'est pas grave que les valeurs exactes soient un peu inexactes. Ce qui nous intéresse, c'est de voir la tendance au fil du temps. C'est intéressant de voir qu'il y a 2 ans, vous étiez pour une certaine masse musculaire à 18% masse grasse, et que maintenant, aujourd'hui, donc 2 ans plus tard, vous êtes à une masse musculaire supérieure pour non plus 18, mais annoncé à 14% masse grasse. Et peut-être que vous étiez pas à 18, mais que vous étiez à 22, et que là vous n'êtes pas à 14, mais que vous êtes à 17. Vous comprenez? Voilà, c'est pas les données vraiment exactes. Mais au moins, on peut repérer une tendance. On peut se dire, bon, même si c'est pas fiable, le pourcentage, au moins la tendance m'indique que j'ai évolué dans la bonne direction. Donc voilà les différentes mesures de composition corporelle, ou plutôt différentes mesures de progrès, voilà. J'ai dit le poids, deuxièmement des mensurations, troisièmement des photos, quatrièmement ces tests-là. Allez, j'ajoute un petit peu un dernier qui est entre les deux, qui est entre la méthode 2 et 3, donc qui est entre les mensurations, entre 2 et 4, et entre les mensurations et entre les différentes machines et technologies de mesure de pourcentage de masse grasse, on peut ajouter les pinces à plis cutanés. Donc ça peut s'acheter pour une trentaine d'euros sur Amazon. C'est des pinces qui vont pincer vos plis de la peau à certains endroits précis du corps. Donc il y a des lieux de mesure, hein, hanches, fesses, etc. Et ça va mesurer l'épaisseur de la peau à ces endroits-là. Et en fait, c'est une mesure de votre taux de masse grasse, ou plutôt de votre masse grasse totale, parce que lorsque vous pincez vos fesses à un certain endroit, plus vous êtes sec, moins vous allez avoir de peau à pincer en fait. Moins vous allez avoir en fait de graisse, donc moins la valeur va être élevée dans la mesure de l'épaisseur de votre peau au niveau des fesses, ou au niveau des hanches, etc. Et ensuite, on a des équations qui nous permettent de mesurer notre pourcentage de masse grasse une fois qu'on a ces valeurs-là des pinces à plis cutanés. Je recommande pas de chercher à calculer ce pourcentage. À nouveau, je recommande juste de garder les valeurs sur un fichier Excel peut-être, mais les valeurs telles quelles. C'est-à-dire vraiment juste en centimètres d'épaisseur sur vos différentes zones mesurées. Parce que, à nouveau, selon vous, votre répartition de masse grasse personnelle, ça peut vous donner un pourcentage de masse grasse qui n'est pas fiable. J'ai plus en tête exactement les lieux mesurés pour l'utilisation des pinces à plis cutanés, mais supposons que vous stockez beaucoup de graisse dans les bras et les trapèzes. Et il me semble pas qu'il y ait des mesures pour l'épaisseur de la peau au niveau des trapèzes, dans les méthodes des pinces à plis cutanés. Peut-être que vous avez gagné en masse grasse, mais vachement dans le haut du dos, vachement dans les trapèzes. Ça ne va pas en rendre compte si... mon exemple il est nul. Ok, mon exemple il est nul, je viens de me rendre compte. Ok, j'ai saisi. Ok, on va prendre ça comme ça. Prenons que vous stockez pas mal de graisse dans le milieu du dos, mais que, suivez bien, le lieu de mesure c'est plutôt le bas du dos. Donc en prenant la graisse dans le haut du dos, vous en avez aussi un petit peu dans le bas du dos. Votre voisin, sur la même période, a également gagné en masse grasse. Il a gagné le même grammage en masse grasse, mais lui en a gagné davantage dans le bas du dos. Or, la mesure se faisant plutôt dans le bas du dos, l'effet est que lui va avoir une valeur supérieure à la vôtre et va croire qu'il a gagné davantage de masse grasse, ou plutôt son calcul de taux de masse grasse sera supérieur au vôtre, en termes de pourcentage. Donc il va se croire plus gras que vous. Alors que vous avez tous les deux gagné le même, la même masse grasse au total, ou que vous êtes arrivé au même pourcentage. Mais votre voisin, lui, aura une valeur de pourcentage de masse grasse plus élevée parce que, malheureusement pour lui, ou peu importe, hein, la valeur sera plus représentative de son vrai taux de masse grasse. Alors que ce qui m'intéresse, c'est juste dans quel sens évoluent mes mesures de pince à plis cutanés.
Oula, c'était pas très clair, mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que vous n'avez pas spécialement intérêt à mesurer votre pourcentage de masse grasse avec la méthode des pinces à plis cutanées, parce que c'est carrément imprécis, et je vous recommande juste de garder les données, quelque part, sans prendre la peine de calculer le pourcentage de masse grasse. Parce que ça peut vraiment être faux, selon votre répartition personnelle de la masse grasse. Voilà donc comment moi je m'en sors, comment je mesure les progrès de composition corporelle de mes clients. Principalement le poids et photo, mensuration parce que j'ai des clients qui veulent dans tous les cas prendre leur mensuration, donc on les surveille et c'est peu coûteux, ça prend peu de temps, ça peut être assez fiable une fois qu'on est bon sur nos mesures, donc j'en resterai là. Je recommande pas spécialement de faire des DEXA scans. Les pinces à plis cutanées, si on est un bodybuilder vraiment qui suit de près le gras qu'on prend en prise de masse, ça peut être intéressant. Voilà les méthodes que j'utilise. Ok. Donc, ce que je retiendrai, c'est DexaScan, vraiment le top, mais un peu onéreux. Et la méthode, on va dire l'entre-deux, ça serait la prise de mesures au niveau, par exemple, ouais, comme tu as cité, des bras, etc., de la taille. C'est Ouais. aussi ce que toi, tu fais dans la pratique, dans les retours que tu fais avec tes clients. Et puis après, tout le reste, au final, c'est quand même assez peu fiable ou un petit peu compliqué à mettre en place, etc., quoi. Compliqué à mettre en place pour ouais, DexaScan c'est coûteux. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça, c'est les progrès que vous faites. C'est beaucoup mieux de mesurer déjà si vous faites des progrès ou pas, ça c'est le plus important, avant de mesurer quelle est l'ampleur de vos progrès. Parce que mesurer l'ampleur de vos progrès, c'est compliqué. Vous pouvez pas savoir précisément, on ne saurait jamais combien de grammes, combien de centaines de grammes de masse musculaire vous avez pris, combien de centaines de grammes de masse grasse vous avez perdu. Ça, vous le saurez jamais, même avec les méthodes les plus précises. Mais ce qui compte, c'est que votre physique progresse au fil du temps, si vous avez des objectifs physiques. Et ce qui vous dira si votre physique progresse au fil du temps, c'est le miroir, c'est vos photos, c'est l'évolution de votre poids couplé à vos performances à la salle. C'est un mélange en fait de tout ça. Ça peut pas être juste une méthode. Si on prend une seule méthode, on va prendre l'exemple. Vous avez pris du poids, vous vous sentez plus musclé. Bon, rien ne vous dit que vous êtes pas juste plus gras, voilà. Bon, vos mensurations ont évolué, vous vous pensez plus mince. Vous avez peut-être juste mal mesuré vos mensurations la première fois. Ou la deuxième fois. Dans un sens comme dans l'autre. Vous pensez avoir fait des progrès parce que votre DexaScan vous montre que les valeurs sont plus cool qu'il y a 3 mois. Peut-être que là, vous étiez bien hydraté et du coup que ça vous a fait, comment dire, apparaître plus de masse maigre, mais que vous aviez la même masse musculaire il y a quelques temps. Tiens, petite parenthèse là-dessus. C'est d'ailleurs un peu une critique qu'on peut faire sur des recherches comparant la rétention de masse musculaire entre des régimes bas en glucides et des régimes bas en lipides. Ce qui se passe, c'est qu'avec des régimes bas en glucides, alors oui, on l'a dit, hein, momentanément, il y a un peu plus de perte de graisse, etc. Mais si les mesures sont prises à la fin d'une période peut-être, disons, de 8 semaines, que les sujets ont complété à l'instant là une semaine de régime bas en glucides, eh bien, leur masse musculaire, elle va être mesurée comme plus faible que celle de l'autre groupe qui a séché en gardant un petit peu plus de glucides. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chances pour que le groupe qui a séché avec un peu plus de glucides ait des réserves de glycogène un petit peu plus plein, et donc en fait finalement ça s'affiche sur la machine comme étant plus de masse maigre. Alors qu'en termes purement de tissu contractile, si le groupe qui a séché en low carb, on leur fait faire 2 jours à maintenance, et voilà, en symétrie pareil pour l'autre groupe, alors dans ce cas-là ça listerait peut-être certains écarts, certaines différences qu'on aurait observées. Donc aucune méthode individuellement peut vous dire si vous avez fait des progrès ou pas. Alors évidemment, si vous comparez une photo d'il y a 5 ans à une photo de maintenant, même avec des lumières différentes, si vous avez fait des réels progrès, vous allez le voir. D'accord, mais si la lumière est différente, s'il y a une photo sur laquelle vous êtes congestionné et l'autre vous ne l'êtes pas, si c'est pas la même caméra qui a pris la photo, etc. Tout ça, ça y participe. Si c'est pas au même moment de la journée, il y a un moment où vraiment vous vous sentez sec, c'est au réveil. Il y a un autre moment où vous êtes un petit peu ballonné, c'est en milieu d'après-midi. C'est pas comparable.
Donc la solution, c'est d'utiliser un tas de méthodes différentes. Ok, et recouper après tout ça pour avoir une objectivité sur les progrès. Ouais. Ok, super intéressant, tu nous as bien détaillé tout ça. Moi, j'avais aussi une dernière question, c'était un petit peu le protocole justement pour faire suite de l'épisode avec notre gros Frandy. C'était quoi le protocole? Enfin, peut-être pas rentrer dans les détails, mais déjà, lui, pour rappel, pour quelles raisons il t'avait contacté et qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble pour qu'il atteigne ses objectifs? Et je dirais même, pour finir, est-ce qu'il a atteint au final les objectifs que vous étiez fixés? Ok, alors Franzi, je l'ai eu en suivi seulement sur un mois. Donc c'était le mois de septembre 2023, si je me souviens bien. C'était en préparation de Final Rep. Final Rep qui avait lieu en Allemagne, Cologne peut-être, je sais même plus. Oui, Cologne, c'est ouais, ça. Cologne. Ok. Donc il avait son meet le dimanche. Tiens, j'avais sorti le plan alimentaire. Il arrivait à Cologne dès le vendredi, donc ça nous laissait pas mal de temps. Il m'avait contacté un mois avant. Il m'avait contacté pour de la perte de poids. Pour en fait, il lui restait environ 2 kilos à perdre pour arriver là-bas au poids, ce qui est vraiment large, parce que ne serait-ce qu'avec des manipulations de l'eau, du volume alimentaire, etc., on peut facilement perdre dans les environ 4% de son poids de corps, enfin 4% du poids de corps de quelqu'un. Donc dans le cas de Franzi, il n'y avait pas un grand stress. Mais par sécurité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même traqué ses calories en le plaçant en léger déficit sur ces dernières semaines, donc les 3 semaines, 3 premières semaines de ces 4 semaines qu'il menait à la compète. Voilà, léger déficit. On a fait en sorte d'orienter un maximum de ses calories autour de l'entraînement parce que c'était la priorité pour conserver de la perf. On a suivi l'évolution de son poids de corps parce que ça nous a permis de voir si c'était quelqu'un qui avait beaucoup de fluctuations dans ses valeurs de pesée. On a été quand même assez vigilant sur le timing de ses repas pour avoir des données les plus lisses possibles. Donc dans la lecture de son poids le matin au réveil. Et également, il y a eu quelques interventions nutritionnelles pour simplement, généralement, améliorer sa récupération. Parce que Franzi mangeait vraiment longtemps après, après son entraînement. Si vous voulez savoir, Franzi déjà il s'entraîne 4 heures. Et ensuite, il prend le temps de discuter, il prend les transports, ou s'il fait beau, il va marcher, et ensuite il arrive chez lui, et ensuite il cuisine. Et or, il peut avoir 6-7 heures entre son repas pré-entraînement et son repas post-entraînement. Et c'est un peu trop. C'est un peu trop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se sauter sur un beau kit ou un shaker de whey post-entraînement immédiatement. Mais il y a quand même un fond, il y a quand même un raisonnement scientifique en faveur de quand même une période de temps inférieure à 5 heures idéalement entre la prise du repas pré et post-entraînement. Voilà, c'est pas juste une question de repas post-entraînement. J'avais fait des posts Instagram là-dessus, peut-être même des réels, ou peut-être même qu'à l'époque je n'avais parlé sur notre podcast. Voilà, on a intérêt à avoir maximum 5 heures idéalement entre le repas pré et post-entraînement, parce que c'est pas juste le repas post-entraînement qui nous importe, c'est le timing entre le pré et le post-entraînement. Pourquoi ? Plus votre repas pré-entraînement il est proche de la séance, moins c'est urgent de taper un post-entraînement rapidement. Pourquoi ? Parce que pendant votre séance, vous avez eu suffisamment d'acides aminés, de glucides en circulation dans votre sang pour la fourniture d'énergie, pour même amorcer votre récupération au moment où vous finissez votre séance en fait. Parce que lorsque vous mangez, c'est environ 90 minutes après que vous atteignez le pic de taux d'acide aminé sanguin, le pic de taux d'acide aminé présent dans votre sang. Voilà, lorsque vous êtes en train de digérer votre repas. Acide aminé, pour les novices, c'est des petits morceaux de protéines. Voilà, c'est les acides aminés qui composent des protéines. Donc finalement, si vous avez mangé assez proche de votre séance, 1h30, 3 heures après, c'est là que vous avez encore beaucoup d'acides aminés dans votre sang pour en fait amorcer immédiatement la récupération de votre séance. Donc si vous avez entraînement de, supposons, 14 à 15 heures et que vous avez mangé à 13 heures, il n'y a aucune hâte pour manger à 15 heures en fait. Il y a aucun souci pour manger même à 16 heures si vous voulez. Parce que vous avez amplement les nutriments qu'il faut si vous avez eu un pré-workout contenant des glucides, des protéines, peut-être même des fibres et des lipides pour ralentir la digestion.
Par contre, si vous allez manger, vous allez manger à 13h, vous avez entraînement de 15 à 18, et après vous mettez 1 heure pour rentrer chez vous. Donc vous mangez ensuite à 19h. Là, vous allez avoir 6 heures entre votre repas pré et post-entraînement. C'est un peu trop, dans l'idéal, pour l'optimisation de nos progrès en termes de masse musculaire, on chercherait à avoir un petit peu moins, parce que voilà, vous avez mangé à 13, vous avez eu encore des taux d'acides aminés élevés dans votre sang pendant peut-être le premier tiers de votre séance. Après, pareil, votre glycémie a baissé, donc peut-être que vous n'avez pas fait votre meilleure séance de 1 en termes d'énergie. Et deuxièmement, lorsque vient la fin de votre séance, vous êtes vraiment bas en termes d'acides aminés disponibles dans votre sang pour récupérer immédiatement de votre entraînement en fait. Donc dans ce cas de figure, le timing du repas post-entraînement, oui, serait préoccupant. Et c'était un petit peu là le cas de Franzi, qui mangeait pas immédiatement post-entraînement en se disant bon, maintenant je sais que c'est de la brossiance, c'est pas urgent. Mais Franzi poussait tellement la chose avec des séances très longues à haut volume que voilà, il bénéficiait d'ajouter, plutôt de rapprocher son déjeuner dans son cas de figure quand il s'entraîne le matin. Voilà, le faire un petit peu plus tôt, le rapprocher de la fin de son entraînement. Donc ça, c'était une intervention nutritionnelle qu'on avait dans son programme que j'aurais mis en place, même s'il me contactait pour autre chose que pour la perte de poids, mais on a profité pour régler ça aussi. Et concernant en fait les stratégies qu'on peut utiliser pour la perte de poids court terme, le truc c'est ça, on est sur un sport de force, voilà, donc très proche du powerlifting en termes de durée d'effort, de format de compétition, etc. Donc une activité très peu glycolytique. Donc on va avoir besoin d'assez peu de glucides, même si à l'année ça reste une bonne idée d'avoir une diète qui contient des glucides et qu'on contient même pas mal. Pour être bon sur des performances de compétition, on n'a pas besoin d'y arriver avec vraiment des réserves de glycogène remplies à fond. On n'est absolument pas sur un effort d'endurance. Donc il y a une stratégie qu'on peut utiliser pour arriver au poids, donc pour make weight dans ces sports-là, donc les sports de force, street lifting et powerlifting, ça va être une réduction des glucides. C'est une chose qu'on a utilisée avec Franzi les derniers jours, donc il était sur une diète contenant peu de glucides, mais contenant à l'inverse beaucoup de lipides, beaucoup de graisse, pour qu'il ait quand même son apport calorique. Mais en revanche, le fait qu'il ait eu peu de glucides nous a permis de baisser un petit peu en réserve de glycogène pour perdre ce poids-là. On l'a dit tout à l'heure, parce que le glycogène c'est stocké avec de l'eau. Donc une première stratégie, ça a été ça. Les 5 derniers jours, il a été sur une diète assez low carb, high fat, donc avec du saumon, du fromage, de l'huile d'olive, il a dû vous en parler, des viandes un petit peu plus grasses, et par contre, moins de glucides. Donc, première chose, les derniers jours, moins de glucides pour perdre un petit peu en glycogène, volontairement. Deuxième chose, je l'avais aussi placé sur une diète faible en fibres les derniers jours. Pourquoi ? Parce que simplement, votre masse fécale, donc vraiment le grammage d'excréments que vous produisez, il est principalement dicté par les fibres que vous mangez. Parce qu'en fait, c'est donc les fibres qui vont vous aider à digérer, que ce soit fibres solubles ou insolubles, les deux ont un rôle là-dedans. Et d'ailleurs, c'est principalement les fibres solubles qui vont se gorger d'eau soluble, donc en fait, elles absorbent de l'eau, et en fait, elles vont participer à créer du volume et de la masse fécale, en fait. Donc, si vous coupez totalement vos fibres, et particulièrement des fibres solubles, eh bien, en fait, vous allez avoir momentanément moins, en fait, de grammes d'excréments dans votre système digestif, après votre système digestif, à un moment donné. Donc ça vous permet également de gagner quelques grammes là-dessus. Dernière chose qu'on a faite avec Franzi, ça a été une mini water cut, simplement sur les 24 dernières heures, c'était juste pour s'assurer d'être vraiment au poids. En réalité, ce qu'on a fait, c'est que étant donné qu'il était à Cologne dès le vendredi et que sa pesée était le samedi soir, en fait le vendredi on se pesait et on a calculé assez minutieusement la quantité d'eau qu'on pouvait boire pour rester hydraté et vivant, mais en faisant monter le moins possible le poids sur la balance. Et ensuite, on a eu de la chance, il a fait peser le samedi soir, et lui était en compétition le dimanche, donc on a été en mesure le samedi soir de consommer des glucides pour refaire un peu de stock de glycogène. À nouveau, pas spécialement pour lui permettre de bien performer le lendemain, parce qu'on l'a dit, c'est pas très glycolytique. On pourrait même bien performer sur une diète cétogène, en powerlifting ou en streetlifting, mais plutôt pour l'aspect psychologique, sûrement la qualité du sommeil également. Voilà, plutôt pour ces raisons-là. Donc, qualité du sommeil, se sentir bien,
possibilité de reprendre du poids, donc dans tous les cas, il pouvait manger des aliments un petit peu plus plaisir, légèrement plus transformés à ce moment-là. Après ses efforts des derniers jours, des dernières semaines, donc en l'occurrence, le samedi soir, il avait dû manger quelque chose comme des jus de fruits, dragibus, du riz sur la première heure, donc des choses vraiment très digestes, à nouveau très faibles en fibres, qui contiennent uniquement des glucides. On pourrait même dire glucides, index glycémique élevé, bon c'est pas spécialement important dans ce cas de figure là, mais ça lui a permis de se faire après un repas, un dîner un peu plus normal 2-3 heures après, et au moins être sûr de refaire un peu de réserve de glycogène pour se sentir bien le lendemain. Donc je répète, pour faire simple, voilà les stratégies, c'était 1, baisse des glucides pour nous permettre de faire un peu baisser ces réserves de glycogène, donc gagner du poids là-dessus. 2, baisse des fibres pour perdre en fait en masse intestinale. Troisièmement, mini water cut, mais qui était assez peu nécessaire. Mais bon, quatrièmement, mais qui n'était pas une stratégie purement de perte de poids. Petit refeed du samedi soir, donc la veille de la compète après la pesée, avec des glucides très digestes, de l'eau, du sodium aussi, pour se réhydrater maximalement. Ah oui, le sodium aussi, son sel était traqué sur les derniers jours, mais je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail. Voilà les stratégies qu'on peut utiliser. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut respecter certains dosages, certaines façons de le faire, certains timings, mais au moins vous avez en tête les principales stratégies, donc diète basse en glucides, basse en fibres, certaines manipulations de sodium et de l'eau à la toute fin, mais vraiment le plus tard possible et que si nécessaire. Ok, donc finalement, il a atteint ses objectifs largement, non? Il a atteint ses objectifs, je crois même qu'il devait être 800 grammes en dessous du poids à la pesée. Ah, attendez, j'ai carrément... Voilà. Le matin même, donc le dimanche. Le matin, à 7h, il avait de la whey, de la créatine, 2 grammes de sel de table, 50 grammes d'Haribo, une banane. On avait choisi de lui faire consommer une banane parce que la banane, ça contient un bon mix de glucose et de fructose, et que c'est pas les mêmes transporteurs sanguins qui transportent le glucose et le fructose. 8h, 240 mg de caféine, boire à volonté selon le confort et l'envie. Et entre les mouvements, dans sa boisson d'attente, il y avait du dextrose, maltodextrine, sel de table. À nouveau de la caféine avant les dips. Et si plus de temps d'attente que prévu, des Haribo entre les passages. Ok, donc c'était vraiment carré, chez carré, quoi. Ouais, le but du jour de la nutrition du jour de la compète, c'était de s'envoyer des glucides et surtout s'envoyer des choses très digestes. Parce que lorsque on est en compète et qu'on sait pas quand on va passer précisément, on n'a pas envie de manger un sandwich jambon de Bayonne, mayonnaise, tomate, qui va être dur à digérer à cause des lipides et des fibres. Si on apprend qu'on squatte dans 20 minutes alors qu'on vient de finir le sandwich, on va pas être heureux. On va pas être heureux du tout. Donc le but, c'est d'avoir cette boisson d'attente qui est plutôt quelque chose qu'utilisent les sportifs d'endurance culturellement, parce qu'il y a toujours du retard sur les départs de triathlon, de marathon et autres. Donc lorsqu'on ne sait pas quand on va partir, plutôt que de prendre le risque de s'envoyer un apport alimentaire solide, eh bien juste on sirote une boisson d'effort qui va nous permettre de maintenir une glycémie normale ou légèrement élevée pour à tout moment être prêt à passer en compétition. Et justement, je pense que tu l'as déjà évoqué, mais je te pose la question pour les auditeurs. Les crampes sont assez présentes dans notre sport, surtout en fin de compétition. Comment on pourrait y pallier au moment T, et puis aussi peut-être en amont, est-ce qu'il y aurait des choses à faire? C'est compliqué de répondre à ça parce qu'il n'y a toujours pas de réponse définitive sur les causes des crampes. Et tu peux pas isoler dans une étude expérimentale chaque paramètre. C'est-à-dire que tu peux pas... Tiens, supposons qu'il y ait 6 facteurs de crampes. Tu peux pas créer une étude dans laquelle tu vas mettre des participants dans une épreuve physique propice aux crampes et créer plusieurs groupes d'individus dans lesquels tu vas tester les 6 facteurs, quoi. Comment ? Tester les 6 facteurs individuellement, quoi. C'est ça. Donc le groupe A, par exemple, tu vas leur interdire de consommer du sodium dans les 24 heures qui précèdent. Le groupe B, tu vas réduire le rapport en eau. Le groupe C, tu vas réduire le rapport en magnésium peut-être. Le groupe D, tu vas les mettre dans une situation stressante. Enfin voilà, autant de facteurs qui, on présume, sont propices aux crampes. Donc stress,
manque d'hydratation, donc juste d'eau tout court, manque de sodium, forte chaleur, manque de magnésium peut-être. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Vous savez peut-être. Calcium peut-être qui est impliqué dans la contraction musculaire aussi. Comment? Calcium aussi qui est impliqué dans la contraction musculaire aussi, peut-être. Oui, calcium. Peut-être que dans le protocole d'entraînement, on pourrait aussi le modifier, parce qu'on sait qu'on crampe plutôt sur des mouvements qui sollicitent des groupes musculaires dans les amplitudes dites de contraction. Par exemple, si en calisthénie vous faites du L-sit, votre droit fémoral, il y a beaucoup de chances qu'il crampe, parce qu'on lui demande de se raccourcir aussi bien au niveau du genou qu'au niveau des hanches. Bon, toutes ces choses-là, on n'a pas de réponse définitive. On sait pas. On peut juste dire, mais presque par empirisme, que pour éviter de cramper, on bénéficie d'être suffisamment hydraté. On sait que le stress ça peut être propice aux crampes. Donc, La recherche n'a pas de réponse précise là-dessus. Et moi, il y a un truc, il y a une question que j'aimerais te poser, même si je pense avoir la réponse. C'est pourquoi souvent les athlètes ils vont pisser 10 fois, 15 fois dans une compétition. C'est une perte de minéraux, j'imagine. Bah alors, s'ils ont eu... Alors, deux choses. Ça, c'est aussi le cas. C'est aussi quelque chose qu'on observe chez des bodybuilders sur des fins de cut. En fait, ce qui se passe, c'est ça. C'est... Si, voilà, les compétiteurs, prenons le streetlifting, si ils ont dû faire une période réellement de déficit calorique pour en arriver là, ils ont mangé moins de nourriture que d'habitude. Donc, dans leurs apports alimentaires, il y a moins de sodium pour fixer ces taux-là. Ok, premièrement. Et deuxièmement, ils ont aussi certainement amélioré la qualité de leur diète en mangeant moins d'aliments transformés, moins de plats préparés, etc. Qui sont des types de produits qui contiennent vachement de sodium. Donc en fait, lorsque tout plein de bonne volonté, on réduit nos apports caloriques, donc nos apports alimentaires tout court, et on se met à manger moins d'aliments transformés, on va en fait faire chuter vraiment notre consommation de sodium. Et pour peu qu'on soit sportif, que l'on transpire, on va perdre du sodium. Donc on finit tout plein de volonté à vouloir faire une sèche entre guillemets propre, à avoir des niveaux de sodium vraiment bas. Or, on a besoin de sodium pour fixer l'eau que l'on boit. On se réhydrate pas maximalement en ayant perdu du sodium et de l'eau, et en ne buvant que l'eau. Donc il y a deux choses. Tu aurais une partie stress là-dessus. J'ai pas de recherche scientifique particulièrement sur le rôle du stress. C'est l'adrénaline qui joue normalement. Je sais qu'elle a un effet un peu genre style diurétique en fait. La hausse de l'adrénaline a cet effet en fait d'augmenter tu vas pisser quoi en fait. Okay. Nous remercions Victor qui vous mettra le PubMed ID en description. Hop, t'es dans on va retrouver ça. Mais de toute façon, je vais taper sur Illicite, adrénaline et diurétique. Avec ça, ça va me retrouver 10 recherches, ça va me les classer par ordre et ça va me faire un bilan magnifique. Ok. T'as recours à ça ou pas? Non, moi c'est du PubMed, du Google Scholar. Après, voilà, faut savoir utiliser PubMed donc dans les différentes fonctions. Quand tu cherches certains mots clés, que selon la parenthèse ou le crochet que tu ouvres, tu veux soustraire un mot, donc avoir du contenu sur un sujet, mais qui exclut un mot en particulier pour pas tomber sur un autre champ de recherche, etc. Donc, Illicite, c'est une IA justement qui regroupe des recherches sur des sujets que tu demandes en gros. Comment t'écris ça? Illicite, E-L-I-C-I-T. E-L-C E-L-I-C-I-T. Illicite, comme illicite E à la place. Tu vois. Si on avait eu ça. Ah, ok, excellent. Je connais si jamais vous voulez faire des recherches, bon, je pense que ça intéressera pas grand monde, mais si jamais vous êtes en études, que vous faites des masters, vous faites de la recherche en STAPS par exemple, ça peut permettre de filtrer. Bon après notamment, tu vois, je sais que sur la plupart des études, notamment en nutrition, mais j'allais dire en nutrition, mais dans toutes les études possibles et imaginables, tu vas toujours avoir des biais, tu vas toujours vouloir comparer un petit peu les protocoles qui ont été réalisés pour justement essayer de retirer et d'éliminer au maximum, les biais qu'il peut y avoir eu, tout simplement, qui peuvent être de tout type dans le protocole en lui-même, etc. Donc après, je sais pas dans quelle mesure, tu vois, ça va réussir à trier par rapport à ça. Et après, c'est comme PubMed, c'est-à-dire c'est un outil où il faut réussir à utiliser le bon vocabulaire pour avoir. C'est une forme de moteur de recherche. Et il faut voir justement comment ça te fait ressortir les informations par rapport à ce que tu tapes dedans. Donc c'est un outil, mais qui je pense va se préciser et va fonctionner de mieux en mieux vu l'augmentation et la performance des IA au fur et à mesure. C'est quelque chose qui peut être pas mal. Si vous avez des recherches à faire, de toute façon, Morgan là justement, il faisait référence à PubMed, Google Scholar. Vous utilisez classiquement Google.
Si vous voulez, Google, c'est le fourre-tout de tout et n'importe quoi, et c'est un petit peu le dernier chaînon de l'information. C'est-à-dire que c'est le truc où l'information a été digérée, a été soumise justement à un immense nombre de biais par des journalistes notamment, dans des articles, dans des sites, etc. C'est des gens concrètement, ils ont pris une étude en fonction de eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire dire parce qu'ils avaient justement tel truc à vendre ou ils avaient déjà tel biais eux-mêmes de leur façon de penser, etc. Comme Morgan le citait sur les naturopathes, etc. Quand justement déjà, on va pouvoir en parler peut-être juste après sur un mythe en particulier qui peut avoir la vie dure justement dans le sport, dans l'alimentation en règle générale. Et eux, ils vont vous utiliser des ressources, des études scientifiques qui vont justement sortir de ces moteurs de recherche-là, PubMed, Google Scholar, etc. Mais ils vont généralement très mal les interpréter, voire même ça va être du régurgité eux-mêmes d'un article qu'ils ont lu ailleurs, etc. Donc ça fait un peu le téléphone arabe pour finir avec un truc qui veut plus trop dire grand-chose. Et à la fin, si on retourne voir la recherche originelle, on se rend compte que le truc disait pas du tout, mais alors pas du tout ce que les gens ont voulu lui faire dire à la fin, quoi. Ok. Merci Victor de cette intervention. Et d'ailleurs, Morgane, où est-ce qu'on peut te contacter? Donc j'imagine le cœur du réacteur, c'est Instagram. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de contact? Avant, j'avais un site internet. Sachez que j'avais un site internet qui a expiré, que j'ai décidé de pas renouveler parce qu'en fait, personne me contactait sur mon site internet. Parce que c'était vraiment juste. Ah, mais c'était vachement intéressant ça. C'était juste pour avoir un formulaire contact. J'avais pas d'article de blog dessus. C'était pas dégueu mon site, mais bon, simplement vide. Hein. C'était des mentions légales, diplôme, présentation, formulaire de contact. Mais finalement, j'avais pas grand monde, peut-être 2 personnes qui m'avaient contacté via mon site, mais qui venaient de d'autres sources déjà. Et voilà, le site internet et deuxième chose, les cartes de visite, c'est 2 choses qu'on pense obligatoires quand on démarre un business. Et finalement, selon notre niche, selon ce qu'on fait, pas spécialement, parce que les gens me connaissent via Instagram parce que tous mes contenus sont sur Instagram. Les posts de différents types, les réels, les stories, etc. C'est très simple de joindre les gens sur Instagram. Et le site vide, à lui seul, ne sert à rien. Et en plus, mal référencé, personne ne tombe sur mon site. Et mon site étant vide ne démontre d'aucune expertise en fait. Donc Instagram c'est bien plus simple parce que c'est du contenu que les gens peuvent consommer facilement, même si mes contenus quand même nécessitent une durée d'attention que les gens n'ont plus. Notamment les anciens posts qui cassaient beaucoup de cerveau, et bon, c'était que 10% des lecteurs 10% des followers qui réellement lisaient les posts, mais ceux qui les lisaient étaient vivement récompensés par des points de QI supplémentaires acquis. Voilà, moi, Morgan Nutrition, c'est sur Instagram qu'il faut le contacter par DM ou par mail. Je donne mon adresse email pro, morganbernardo.coaching@gmail.com. Morgan comme mon prénom, sans E. Bernardo, BERNARDEAU, arrobase, Morgan Bernardo. Tu le mettes en description, hein. .coaching, arrobase, gmail.com. Putain, le cerveau en compote du gars. Contactez-moi sur Instagram. Ouais, contactez-le sur Instagram. Je mettrai ton Instagram dans la description. Ça marche. Bien sûr. En tout cas, Morgan, merci beaucoup pour cette intervention. Tu nous as donné pas mal d'infos là. Victor, est-ce que tu avais un truc à rajouter? Je pense pas, mais. Ah bah si, j'en ai des tas, mais potentiellement voilà. Si Morgan et nous-mêmes nous sommes dispo et que Morgan est chaud, évidemment un épisode 2 pourrait être la bienvenue. Ouais, je suis partant. Je viens de voir la durée du podcast. Dans l'intro, j'avais annoncé 45 minutes, c'est pas du tout le cas. Nous sommes de fiefs et menteurs. Bah ouais, mais et vous avez beaucoup de connaissances supplémentaires. Quand on me pose des questions sur des mesures de composition corporelle, des protocoles de perte de poids des derniers jours dans les sports à catégorie de poids, forcément, je peux pas faire court. Bon, très bien. Ça fera un deuxième épisode. Merci beaucoup en tout cas, Morgan. Et puis nous, on te souhaite une bonne soirée. J'espère que d'ici là, pour un prochain épisode, je saurai épeler mon adresse email correctement. Il la mettra en description sur YouTube. Je sais pas après s'il y a des descriptions sur les autres trucs sur lesquels le podcast est publié, mais Spotify, ouais. Si vous avez Spotify. Ouais. Bah merci beaucoup, Morgan. À la prochaine. Pas de souci, les gars. À la prochaine. Ciao.